Tout Bensouda, le procureur. Qu'il y a des changements Merci. à l'OPCV. Aucun changement dans notre équipe, Madame la Présidente. Merci. La défense, s'il vous plaît. Merci Madame le Président. Il n'y a pas de changement dans l'équipe de défense. Merci. Et pour le greffe? Juste Isabelle Zeretzuc du bureau de Monsieur Marc Dubuisson. Merci. Avant de continuer notre calendrier pour cette audience, nous allons rendre une courte ordonnance concernant la détention de M. Gbagbo au siège de la Cour. La Chambre note que la date limite pour réexaminer sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention de M. Gbagbo, conformément à la règle 118.2 du règlement des procédures des preuves, est proche. À cette fin, les parties et le représentant légal commun des victimes doivent présenter leurs observations écrites à la Chambre au plus tard le 5 mars 2013. Nous continuons maintenant avec le calendrier de notre audience. Nous continuons maintenant avec les déclarations d'ouverture du Bureau du Conseil public pour les victimes et de la défense. Madame Massida, je vous invite à prendre la parole au nom des victimes participant à la procédure pour une durée maximale de 30 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, 199 victimes participent à cette audience de confirmation des charges. Femmes, hommes et enfants qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles, ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, le meurtre de ceux qui avaient été chers, notamment les membres de leur famille, est inscrit de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert de dommages moraux et de souffrances psychologiques. À cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques. Les victimes témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des crimes qui les ont accablés, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Caractère généralisé en raison de la portée des attaques et des crimes commis. Géographiquement d'abord, tous les quartiers et arrondissements d'Abidjan, Abobo, Yopougoum, jusqu'aux extrémités de la ville ont été touchés, mais également d'autres endroits du pays, Gagnoa, Divo, Daoukro, Bédigoison. Caractère généralisé en raison du grand nombre de victimes occasionnées, des familles et des communautés entières ayant été touchées. Caractère généralisé ensuite, en raison de l'âge des victimes et de leur genre, sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certaines d'entre elles. Caractère généralisé, enfin, en raison de la nature des crimes perpétrés, touchant, tant humainement que moralement, physiquement que matériellement, l'ensemble des victimes concernées. Certaines victimes ont été arrêtées alors qu'elles se rendaient à des marches pacifiques, parfois enlevées, torturées, détenues sans raison pendant des semaines dans des préfectures de police ou dans des centres de détention. D'autres victimes ont vu leurs fils, filles, mères, pères, oncles, tantes, voisins, frères, sœurs, froidement abattus, quelquefois sous leurs yeux, lorsque d'attaques dirigées contre eux dans des lieux publics, des lieux de culte, dans leurs maisons ou propriétés.
De nombreuses jeunes filles et femmes ont été victimes de violences sexuelles indépendamment de leur âge. Des communautés entières ont été obligées de se cacher par peur d'être arrêtées uniquement à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Le caractère systématique des attaques est sans conteste démontré par ces événements et reconnu par l'accusation dans son document amendé de notification de charge. Il l'est aussi par le récit des victimes. À cet égard, les victimes souhaitent faire part à la Chambre d'un problème important. Les endroits identifiés par l'accusation, ainsi que les dates retenues pour certains événements directement visés dans le document amendé de notification de charge, ne paraît pas en adéquation avec la systématisation des violences. Par exemple, de nombreuses victimes ayant perdu des proches lors du massacre qui s'est déroulé à Yopougon insistent sur le fait que le dit attaque a commencé, je cite leur récit, le jour de l'arrestation de M. Gbagbo, soit le 11 avril 2011, et se sont prolongés sur une période de quelques jours. On ne serait donc le cantonné au 12 avril, tel qu'indiqué au paragraphe 56 du document amendé de notification de charge. D'ailleurs, l'accusation reconnaît elle-même au paragraphe 28 du même document que deux meurtres ont été commis à Yopougon dès le 10 avril 2011. Cela a d'ailleurs un impact direct sur les droits des victimes. Certaines d'entre elles ne peuvent en l'état participer à la procédure alors qu'elles ont souffert des mêmes attaques que les membres de leur famille, leurs voisins ou leurs parents. De même, en ce qui concerne les différentes attaques aux abords et dans les mosquées entre novembre 2010 et mai 2011, les victimes souhaitent que la Cour prenne en considération le fait que ces attaques étaient récurrentes, ainsi que le meurtre d'imams. Et encore, à titre d'exemple, et de façon non exhaustive, entre le 17 décembre 2010 et le 9 mars 2011, les mosquées suivantes ont été attaquées. La mosquée Andokoui 3 à Abobo, la mosquée Bougouniquin à Abobo, la mosquée Lem à Yopougon, la mosquée Sidissé Marché à Yopougon, la mosquée de Dabré à Alépé, la grande mosquée de Koumassi, la mosquée du Banco à Yopougon, la mosquée Blocos à Cocody, la mosquée Fitia à Abobo, la mosquée de Kouté à Yopougon. Entre le 8 et 19 mars 2011, le grand imam de Bloléquin et son fils, l'imam de la grande mosquée de Port-Douai II, l'imam de la mosquée Adjamé-Williamsville et son fils ont été tués. Ainsi, ici encore, le choix de l'accusation de ne retenir que les prises d'assaut de mosquées de Grand Bassam, Abobo et Williamsville, le 17 et 18 décembre 2010, ainsi que l'attaque de la mosquée de Yopougon, le 25 février 2011, ne reflète pas, selon les victimes, le caractère systématique de ces agissements. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, les massacres commis durant la crise, les populations ciblées et les critères de ciblage appellent à un bref rappel de l'histoire récente pour comprendre les événements qui se sont déroulés. L'exposé des faits contenus dans le document amendé de notification de charge renvoie au coup d'État manqué du 19 septembre 2002, qui a en effet abouti à la partition de la Côte d'Ivoire en deux, le nord d'une part et le sud d'autre part. En effet, le 19 septembre 2002, des soldats rebelles en provenance de Burkina Faso ont tenté de prendre le contrôle des villes d'Abidjan, Bouaké et Korogo. S'ils ont échoué dans leur tentative de prendre Abidjan, ils ont réussi à contrôler les deux autres villes, respectivement au centre et au nord du pays.
La rébellion, qui prendra plus tard le nom de Force Nouvelle, a occupé progressivement la moitié du nord du pays, les coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes. Le sud, contrôlé par les forces armées de Côte d'Ivoire, et le nord, contrôlé par les forces armées de Force Nouvelle. Or, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, la date du 19 septembre 2002 ne constitue que le point culminant d'une détérioration progressive de la vie sociopolitique ivoirienne qui commence avec le décès de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et père fondateur de la nation ivoirienne. Pendant sa présidence, la Côte d'Ivoire est un pays dont les citoyens ont un bon niveau de vie. Sa stabilité économique et politique attire de nombreux immigrants des pays avoisinants. C'est ainsi que les Burkinabés, le Malien et les Guinéens notamment furent nombreux à s'établir dans la zone forestière du sud du pays. Les étrangers d'origine africaine pouvaient prendre part aux élections en tant qu'électeurs. Après le décès du poète Boigny, le 7 décembre 1993, une querelle de succession naît entre Henri Konan Bédié, à l'époque président de l'Assemblée générale, ce qui lui a permis de garder l'intérim à la mort du président, et Alassane Ouattara. Les idéologues du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti au pouvoir à l'époque, lancent un slogan, je cite, « Houphouët-Boigny a été le président des Africains. Henri Konan Bédié sera le président des Ivoiriens. » La construction de la nouvelle nation ivoirienne s'est donc inscrite dans la distinction à établir entre les Africains d'une part et les Ivoiriens d'autre part. Le 8 décembre 1994, une révision du code électoral a imposé aux candidats à la présidence de prouver leur ascendance ivoirienne garante de leur citoyenneté. Le 26 août 1995, Henri Konan Bédié, alors président depuis la mort de Houphouët-Boigny, a renforcé le concept d'ivoirité, selon lequel une personne serait ivoirienne seulement si ses 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Selon lui, ce concept permettait à la Côte d'Ivoire de mieux préserver son identité. Celui permettait également d'évincer son principal rival politique, Alassane Ouattara, originaire du nord du pays. Le fait d'avoir poursuivi ses études au Burkina Faso et d'avoir été envoyé occuper des autres fonctions pour l'État burkinabé permettait dès lors le rejet de sa candidature au présidentiel. Les populations du Nord, notamment les Djoula ou Malinké, ont des patronymes identiques à ceux des immigrés de même ethnie provenant des pays voisins, le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée. Ils ont été dès lors systématiquement soupçonnés d'être originaires de ces pays plutôt que de la Côte d'Ivoire. Certains ont vu leur pièce d'identité pour cette raison détruite par les forces de l'ordre. Ils n'étaient plus en mesure d'obtenir de nouvelles cartes d'identité ou de passeports, ne pouvaient obtenir de certificats de nationalité, ils ne pouvaient plus voter. Il est symptomatique qu'en 1998, dans le rapport du Conseil économique et social ivoirien sur l'immigration en Côte d'Ivoire, on a pu lire, je cite, « Le seuil du tolérable en matière d'immigration est dépassé. Certains Ivoiriens se posent la question de savoir si ces étrangères de la seconde génération, actuellement estimés à 1 500 000 personnes, ne vont pas revendiquer la nationalité ivoirienne par le fait de leur naissance en Côte d'Ivoire. Et s'ils l'obtiennent, ne vont-ils pas utiliser le libéralisme politique qui caractérise notre pays pour revendiquer des droits politiques et notamment de conquérir le pouvoir d'État au détriment des Ivoiriens de souche? » Le rapport poursuit. Je cite encore. « L'afflux d'immigrés de confession islamique, 73% des étrangers en provenance des pays frontaliers nordiques,
a profondément modifié l'équilibre religieux préexistant. Une telle rupture d'équilibre dans un domaine aussi sensible pourrait amener certains esprits à exploiter l'appartenance religieuse à des fins politiques. Toute chose qui dessert l'unité et l'harmonie nationale et menace la paix sociale. Le concept va opposer les Ivoiriens majoritairement musulmans des savanes du Nord aux Ivoiriens chrétiens du Sud forestiers. Les groupes ethniques du Sud, majoritairement chrétiens ou animistes, ont entretenu l'idée que les migrants musulmans des savanes du Nord n'ont jamais été chez eux au Sud. L'assimilation des Ivoiriens du Nord aux étrangers musulmans venus de l'Afrique de l'Est francophone a dès lors renforcé le sentiment que les Ivoiriens du Nord étaient des étrangers. Le 24 décembre 1999, suite à une mutinerie qui s'est transformée en coup d'État, Henri Konan Bédié est renversé par l'armée. Le général Robert Gueye est placé au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Le 23 juillet 2000, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum. Son article 25 stipule: tout candidat au poste de président de la République doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, et ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. C'est en application de cet article que la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles a été invalidée par une décision de la Cour suprême du 6 octobre 2000. Une répression organisée par des forces publiques et privées pro-Gbagbo s'abat sur les militants du Rassemblement des Républicains, RDR, contestant l'exclusion de leur leader du jeu politique. Cette répression s'étendra même aux personnes assimilées aux militants RDR de par leur origine nationale, ethnique ou leur religion. Les massacres de l'année 2000 ont bénéficié d'une totale impunité. La rébellion du 19 septembre 2002, selon ses initiateurs, visait précisément à lutter contre l'exclusion d'Alassane Ouattara du jeu politique et à garantir les droits civils et politiques des militants du RDR, ainsi que des ressortissants ouest-africains qui leur sont assimilés. D'où la partition de la Côte d'Ivoire entre le Sud, tenu par les soldats fidèles à Laurent Gbagbo, et le Nord, tenu par des forces favorables à Alassane Ouattara, qui correspondent à la fracture que je viens d'évoquer et qui a été engendrée par la politique de l'ivoirité. Or, la plupart des victimes que je représente considèrent que les événements de 2002 sont directement liés à ceux qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale de 2010-2011. En effet, pour elles, les crimes commis entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011 s'inscrivent dans le contexte de la politique prônée par les cadres du Front populaire ivoirien, parti pro-Gbagbo, une fois parvenu au pouvoir en octobre 2000. Les événements qui se sont déroulés fin 2010, début 2011, trouvent donc leur origine dans le concept d'ivoirité et dans son application politique. Ils doivent donc être lus à la lumière de la récente histoire ivoirienne. Ces crimes, dont les victimes que je représente ont souffert, ont été commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan soigneusement organisé, dont le but était le maintien au pouvoir à tout prix de M. Laurent Gbagbo à travers l'utilisation tant de moyens privés que publics. Le paragraphe 4 du document de notification de charge mentionne le suivant. Gbagbo était déterminé à rester au pouvoir. Quelque temps avant l'élection de 2010, aidé par les membres de son entourage immédiat, il a adopté une politique visant à attaquer son rival politique, Alassane Dramane Ouattara, ainsi que des civils considérés comme ses partisans, dans le but de conserver le pouvoir par tous les moyens. Dans ce but,
une campagne médiatique a été menée pour déstabiliser Alassane Ouattara ainsi que les militants du RDR et les personnes qui leur étaient assimilées, de par leur origine nationale, leur ethnie ou leur religion. Cette campagne s'est accentuée durant les différentes rencontres organisées par le FPI lors de la campagne présidentielle. La presse écrite, ainsi que les réseaux sociaux, ont servi de support à la conception de cette politique. Il ne vous échappera pas, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, que certains thèmes utilisés à partir de 1995 sont réapparus lors des événements de 2010-2011. Le 24 novembre 2010, face aux militants du FPI à la maison communale de Cocody, Ben Soumaoro, ancien directeur de la RTI sous Pointe-Boigny et député à l'Assemblée nationale, tenait ce propos. Je cite. « Comment puis-je penser un instant que vous puissiez laisser ces gens continuer d'insulter les Ivoiriens? Nous ne ménagerons aucun mot pour vous dire ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont été et ce qu'ils veulent nous cacher. Tout sera dévoilé. Chers amis, je plaide coupable du crime de xénophobie sélective. Alassane Ouattara est un étranger. » Le slogan de la campagne était « On gagne ou on gagne ». Au paragraphe 35 du document de notification de charge amendé, l'accusation explique que cela signifiait que ces partisans n'accepteraient pas que notre candidat soit élu à sa place. Un autre slogan utilisé explicitait « Il n'y a rien en face, c'est maïs », ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'autre candidat que Gbagbo. C'est bien plus que cela, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges. La détermination de M. Gbagbo à rester au pouvoir à travers sa célèbre affirmation « On gagne ou on gagne » doit être également interprétée à la lumière des discours et des faits que je viens de relater. Il n'y a rien en face, c'est le maïs. Signifie certes qu'il n'y a pas d'autres candidats aux élections présidentielles que Laurent Gbagbo. Mais ce slogan revêt également un caractère péjoratif et stigmatisant. Les planteurs de maïs, les vendeurs de maïs et les consommateurs de maïs se retrouvent majoritairement parmi les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. La réduction de l'adversaire politique et ses partisans à l'état de maïs participe de la chosification de l'ennemi et partant de la banalisation du mal qui pourrait lui être fait. Dans ce contexte, il est évident que les crimes commis entre le 28 novembre 2010 et le 8 mai 2011 s'inscrivent dans le cadre d'un plan concerté afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir, plan qui ne pouvait se concrétiser qu'avec la destruction de son adversaire ainsi que de ceux qui le soutenaient par tous les moyens possibles. Les cibles étaient choisies en raison de leur appartenance ethnique, religieuse ou de leur nationalité. Les événements qui nous occupent ont causé des centaines de morts et de blessés, ainsi que de centaines de femmes violées. Ne vous méprenez pas, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge. Le nombre de victimes est beaucoup plus élevé de celui retenu par l'accusation dans le document amendé de notification des charges. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont des difficultés pour se reconstruire, n'ont pas d'argent pour se soigner, ne bénéficient d'aucune assistance conséquente. Le traumatisme lié à ce qu'elles ont vécu occupe encore l'essentiel de leur quotidien, perdurant sans relâche leur victimisation, sans qu'il soit besoin d'évoquer, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, le syndrome de stress post-traumatique dont elles sont atteintes, à l'instar de M. Gbagbo. En effet, les victimes résident toujours dans les endroits où les crimes dont elles ont souffert ont été commis. Or, dans la ville d'Abidjan, dans le même quartier,
cohabitent communautés d'ethnies et religions différentes. Si bien que les victimes cohabitent toujours avec les bureaux dans les endroits où les crimes dont elles ont souffert ont été commis. Pour ne citer qu'un exemple, le quartier de Yopougoum a été historiquement habité par des personnes d'origine de l'ouest de la Côte d'Ivoire, pro-Gbagbo. L'urbanisation a par la suite abouti à l'installation de personnes originaires du nord du pays, pro-Ouattara, au sein de ce quartier. Ainsi, quand il s'agisse du sous-quartier de Mamifété ou de celui de Doucouré, les victimes que je représente se retrouvent très minoritaires et doivent sans cesse vivre aux côtés de leurs agresseurs. Outre une révictimisation continuelle, cette cohabitation rend la situation sécuritaire extrêmement précaire. Et pas plus tard que mercredi dernier, le porte-parole d'un collectif de victimes et des parents des victimes de la crise post-électorale constatait dans un journal d'Abidjan, l'Inter, le suivant, je cite: « Le bureau d'hier continue de narguer les victimes que nous sommes dans les quartiers et même dans la presse. » Il a ajouté que les victimes ne sauraient, je cite, « tolérer de tels actes qui manifestement sont un mépris et une insulte à la mémoire de nos morts. » Il serait erroné de dire que les victimes n'ont aucune attente. Elles n'ont que de légitime, à l'instar de celle de tout individu, à l'égard d'un cours de justice. Après avoir rencontré les victimes et écouté leurs histoires, je reconnais que le droit à la justice est l'une de leurs préoccupations principales. Elles attendent une justice attentive et indépendante, impartiale, transparente et effective, respectant les droits de chacun des participants. Une justice à même d'établir la vérité sur les crimes qui ont été commis. Or, derrière la revendication de ce droit, semble se trouver une multitude de raisons évoquées par les victimes que j'essayerai de relayer brièvement et le plus fidèlement possible afin de les partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, le droit à la vérité semble être l'une des composantes du droit à la justice pour les victimes. À cet égard, l'intérêt central des victimes dans l'établissement des faits et l'identification des personnes responsables constitue l'essence même du droit à la vérité, largement établi au bénéfice des victimes de violations sérieuses des droits de l'homme. Dans le processus de mise en œuvre de ce droit, à travers les procédures pénales, les victimes ont un intérêt central à ce que l'issue de telles procédures apporte de la clarté au sujet de ce qui s'est effectivement passé et comble les éventuels fossés qui pourraient perdurer entre l'établissement procédural de faits et la vérité elle-même. Les victimes sont des acteurs indépendants des procédures qui se déroulent devant cette Cour. Leurs préoccupations diffèrent de celles de l'accusation, n'en déplaise à la défense. Leur position est celle de pouvoir contribuer à la recherche et à l'établissement de la vérité. Ce processus passe par la prise de parole, le partage des faits vécus, la reconnaissance des préjudices qu'elles ont subis et des crimes qui en sont à l'origine. Deuxièmement, le droit à la réparation constitue l'une des composantes essentielles du droit à la justice. Si le choix des victimes de demander à participer à la procédure est avant tout une démarche individuelle permettant à chacune d'entre elles, le plus souvent à travers leurs avocats, de transmettre une partie de leur histoire et de leur connaissance des événements, cela devient aussi parfois, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, une démarche collective, réunissant communautés, voisins et familles. Ainsi, tout au long de cette procédure, j'essaierai de vous transmettre les préoccupations individuelles et uniques de chaque victime, mais également la voix de communautés qui cherchent à se reconstruire. Enfin, il s'agit pour les victimes de faire progresser les faits en faisant passer la réconciliation par la punition des responsables des crimes commis, pour que justice soit faite, et espérant qu'en montrant l'exemple de leur courage enfreint, ses amis, à la perpétration de ces crimes odieux, que, je le répète,
s'inscrivent dans le temps. Car nous devons tous garder à l'esprit que l'histoire que nous allons essayer tous de retracer au sein de ce forum ne reflète pas seulement le passé, mais aussi le présent et le futur. J'en veux pour preuve le rassemblement organisé samedi dernier à Yopougon, qui a été vu comme une provocation par les uns et pour de nombreuses personnes comme tombant au plus mal, alors que les Ivoiriens tentent d'amorcer une réconciliation et où la Côte d'Ivoire est à la recherche d'un climat sociopolitique plus favorable pour éviter une nouvelle crise électorale dans le cadre des prochaines élections municipales. En définitive, rappelons-nous tout au long de cette audience que ce sont les victimes qui sont au cœur de la procédure. Elles en sont la triste raison d'être. Ainsi, derrière les termes juridiques et techniques que chaque participant sera amené à utiliser, n'oublions pas que des centaines d'enfants, de femmes et d'hommes sont attentifs à l'évolution de cette procédure. Je peux vous assurer, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, que le fait pour les victimes d'être représentées aujourd'hui et de pouvoir exprimer leur voix dans les procédures constitue en soi un élément de ce que l'on peut qualifier de réparation au sens général de ce terme et concrètement participent à leur lutte quotidienne pour rétablir le cours de leur vie, ou plutôt la continuer, en devant tenir compte de ce qu'ils ont subi et qui fait désormais partie de leur histoire. Cela conclut, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, mes propos liminaires au nom des victimes que je représente. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais je me tourne maintenant vers la défense. Maître Altid, vous avez 1 heure, mais gardez l'esprit que nous devons faire une pause à 15h30. Alors vous commencez, après la pause, vous pouvez continuer. Merci. Merci Madame la Présidente. Nous allons, Maître Barouan et moi-même, nous partager le temps dont nous disposons. Et j'en aurai pour ma part à peu près pour 35 minutes. Ce qui veut dire que puisqu'il est un petit peu plus de 3h05, jusqu'à moins 20 à peu près, peut-être serait-il plus logique d'aller jusqu'au bout et puis de faire la pause ensuite. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, vous vous souvenez certainement que depuis le déclenchement de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le procureur n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait tous les auteurs des crimes, quel que soit leur camp. Mais ici ne se trouve que le président Gbagbo. Pourquoi ? Est-ce parce que les auteurs de ces crimes sont inconnus? Bien au contraire. Ils sont connus de tous et leurs crimes sont documentés. Documentés en détail par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Ils sont bien connus, ceux qui se sont appropriés et ont mis en coupe réglée le nord du pays depuis le 19 septembre 2002. Ils sont connus, ceux qui sont soupçonnés d'avoir ordonné l'assassinat des gendarmes de Bouaké en 2002, le meurtre et le viol de civils à Mans en 2003, le meurtre de civils à Korogo en juin 2004, lors d'un conflit entre Soro et IB,
les massacres de Bouaké en 2007, le meurtre d'opposants et de civils lors de conflits sanglants entre rebelles en 2008, entre autres atrocités. Ils sont connus de tous, ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait torturer et tuer à Yopougon en mai 2011, ceux qui depuis le 19 septembre 2002 pratiquent le pillage, les extorsions à grande échelle et se livrent à toutes sortes de trafics en violation des lois. Ceux qui font du viol systématique une politique. Ceux qui utilisent les mercenaires et les miliciens d'Ozo pour terroriser la population. Et ceux qui continuent aujourd'hui encore à commettre des crimes, notamment dans l'Ouest ivoirien. Ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de l'International Crisis Group, de Global Witness, du département d'État américain et bien d'autres encore. Alors, serait-ce parce qu'ils se cachent qu'on ne saurait où les trouver? Pourtant, l'un est préfet, l'autre dirige l'armée, un troisième le groupe de sécurité de la présidence, un quatrième la garde républicaine, ou bien encore la force spéciale, tous nommés à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. D'autres encore sont des hommes politiques de premier plan et ne se cachent pas. Alors pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Car ne s'agit-il pas ici de déterminer les responsabilités d'un conflit long et douloureux? Tout se passe comme si le procureur près la Cour pénale internationale avait été convaincu depuis les débuts qu'il n'y avait qu'un responsable au drame que vit la Côte d'Ivoire. Notons que depuis le second tour des élections présidentielles, le 28 novembre 2010, pas une fois il n'a essayé de prendre contact avec le président Gbagbo ou son gouvernement. Pas une fois. Alors qu'il était en contact avec Alassane Ouattara et ses représentants. Pas une fois, il n'a mis en garde de façon claire et précise des responsables de la rébellion et les chefs de guerre d'Alassane Ouattara soupçonnés de crimes de masse, réservant ses flèches et ses menaces au seul camp gouvernemental. Dans ces conditions, comment s'étonner que le document contenant les charges ne soit que le reflet des accusations portées par les chefs rebelles et la presse pro-Ouattara au moment de la crise? Ce document n'est qu'une revue de presse, la revue d'une presse engagée contre le président Gbagbo. Il est vrai que le procureur mentionne un certain nombre de rapports d'organisations de défense des droits de l'homme. Mais vous aurez noté que le procureur en fait un usage partial, passant sous silence les éléments gênants pour ses thèses. Ces rapports eux-mêmes auraient mérité, de la part du procureur, des investigations complémentaires. Nulle trace ici d'enquête, nulle trace d'enquête à proprement parler, nulle trace d'enquête à charge ou à décharge. Le procureur n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces accusations. Il est frappant de constater le faible nombre d'attestations qu'il présente, leur caractère vague et le flou qui les caractérise.
sans compter le fait qu'elles soient souvent en contradiction les unes avec les autres. Il est frappant aussi de constater que nulle part il n'y a trace d'un quelconque du président Gbagbo ou de responsables politiques ou militaires qui corroborerait, ne serait-ce qu'en partie, au moins l'une des allégations. Il n'y a rien, comme nous le montrerons, absolument rien qui soutienne non seulement les allégations, mais encore le récit même du procureur. A fortiori rien pour discuter d'une éventuelle responsabilité du président Gbagbo. D'ailleurs, le procureur a tellement conscience des insuffisances de son document qu'il entretient lui-même à dessein le flou, confondant les événements et les protagonistes. Plus même, il a changé au dernier moment son fusil d'épaule, se fondant sur un nouveau mode de responsabilité plus limité, sans apparemment prendre garde que ce faisant, il affaiblissait sa propre démonstration. La défense démontrera que le procureur n'apporte aucun élément de preuve suffisant qui permette d'établir des motifs substantiels de croire que les 4 événements choisis par lui se sont déroulés comme il le prétend. Elle démontrera qu'il n'existe donc aucune base factuelle aux accusations du procureur. Elle démontrera en conséquence qu'il n'est pas possible d'établir l'existence de motifs substantiels de croire que le président Gbagbo aurait commis les crimes qui lui sont imputés. Elle démontrera qu'il n'existe pas de motif substantiel de croire que le président Gbagbo porterait une quelconque responsabilité dans les faits visés, comme qu'auteur indirect et a fortiori comme contributeur. Parce qu'à aucun moment, le procureur ne parvient à démontrer l'existence d'un lien entre le président Gbagbo et les 4 événements allégués. Le récit du procureur est parcellaire, lacunaire, pour une raison simple. La réalité ne cadre pas avec ces accusations. Il lui faut tenter de la transformer. Et pour cela, il lui faut en occulter certains aspects. Mais les faits sont têtus. Et nous allons les rappeler, sans omettre d'éléments importants pour la compréhension des événements. Le récit du procureur est biaisé pour 2 raisons. L'une, nous l'avons dit, est qu'il dépend des éléments qui lui ont été transmis par les autorités ivoiriennes. L'autre, plus fondamentalement, est que pour faire peser la responsabilité du conflit sur les seules épaules du président Gbagbo, il lui faut adhérer au narratif construit par les adversaires du président Gbagbo à l'époque de la crise pour le délégitimer et pour convaincre la communauté internationale de soutenir un camp contre l'autre. Et c'est ce qui explique le choix des 4 événements, qui structure son document contenant les charges, aussi flou, contradictoire, discutable soit-il, comme nous le montrerons. Parce que ces événements constituaient autant de tournants dans la crise post-électorale ivoirienne, autant d'étapes dans la délégitimation du président Gbagbo et parallèlement dans l'engagement de certaines puissances dans le conflit. La prétendue répression lors de l'attaque de la RTI en décembre 2010
a entraîné au plan international la condamnation du régime du président Gbagbo. Les allégations concernant la manifestation des femmes au début du mois de mars 2011 ont entraîné l'immédiate suspension des négociations de paix en cours. Les puissances ne voulaient pas d'une paix négociée et nous le montrerons. Le bombardement allégué du marché d'Abobo, le 17 mars 2011, a conduit, quelques jours plus tard, à l'adoption de la résolution de 1975 du Conseil de sécurité et au déclenchement de l'offensive terrestre préparée en sous-main et de longue date par les forces françaises et par l'ONUCI. Et que dire des accusations concernant les combats à Yopougon après la chute du président Gbagbo? Elles permettent d'occulter les rafles, les violations systématiques des droits de l'homme commises après leur victoire par les forces pro-Gbagbo, par les forces pro-Ouattara. Ces 4 événements donnent donc à lire un récit, à croire en une histoire qui légitime ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils peignent à grands traits un camp du bien et un camp du mal. De ce point de vue, ils ont donc une signification politique. Ils ont construit une réalité légitimante qui a servi de fondement à la prise de pouvoir par le camp Ouattara. Plutôt que de vérifier la véracité même de ce récit, plutôt que d'enquêter pour en déterminer la réalité, le procureur l'a tenu pour acquis. Et le problème, c'est qu'il ne peut plus maintenant s'en écarter sous peine de remettre en cause tout l'édifice. Or, l'édifice ne tient pas. L'attaque de la RTI, tous les éléments à notre disposition le prouvent. Ce ne sont pas les forces pro-Gbagbo qui auraient attaqué des foules désarmées, mais bien au contraire, les miliciens pro-Ouattara qui ont lancé une attaque préméditée et préparée contre les forces de maintien de l'ordre. La répression de la marche des femmes, la presse ivoirienne elle-même s'est fait l'écho des incohérences des accusations. Le procureur, lui, a tenu pour acquis que la version d'un seul camp était la seule bonne, sans la remettre en question, sans enquêter, sans vérifier différentes hypothèses. Le bombardement du marché d'Abobo, le moins que l'on puisse dire, c'est que le dossier présenté par les autorités ivoiriennes n'est pas convaincant. Et que le procureur n'a rien fait pour éclaircir les choses. Comment d'ailleurs ne pas s'étonner que ceux que le procureur présente aujourd'hui, comme les relais du président Gbagbo dans la mise en œuvre de la prétendue politique qu'il lui reproche, aient été promus et récompensés par Alassane Ouattara? Il n'est pas difficile de comprendre que la réalité est tout autre. Et ce n'est pas une thèse que nous exposons, c'est un constat que nous posons. Car la réalité est têtue et se devine à travers les éléments de preuve à la disposition des parties. Tout le problème est là. Trop occupé à vouloir prouver la responsabilité du président Gbagbo, le procureur n'a visiblement pas eu le temps d'examiner, d'analyser, d'évaluer les éléments à charge. Il n'a même pas regardé les vidéos tournées à l'époque. L'aurait-il fait? L'aurait-il fait? Il aurait vu des combattants pro-Ouattara, lourdement armés, se diriger vers la RTI. Il aurait vu des combats entre miliciens et forces de l'ordre. Il aurait pu entendre les appels à la violence,
a donné l'assaut aux institutions de l'État et à la présidence, lancé la veille du 16 décembre par les chefs rebelles et par Guillaume Soro, le Premier ministre d'Alassane Ouattara, et renouvelé le soir même de l'attaque. Il se serait interrogé sur les conditions de la prise de pouvoir des groupes pro-Ouattara à Abobo en janvier et février 2011. Les attaques contre les populations civiles d'Abobo, ce sont les policiers qui ont été attaqués, tués, brûlés vifs par les membres des milices pro-Ouattara, tandis que les populations civiles, toutes origines confondues, fuyaient les miliciens pro-Ouattara et le commando invisible. Elles ne fuyaient pas les forces de maintien de l'ordre qui tentaient de les protéger. S'il avait lu la presse ivoirienne, le procureur n'aurait pas manqué d'enquêter de manière impartiale sur les circonstances dans lesquelles aurait eu lieu la marche des femmes. Il aurait examiné le peu de témoignages qu'il présente avec plus d'esprit critique. Il aurait examiné avec la plus grande circonspection les témoignages concernant le bombardement du marché d'Abobo et aurait procédé aux analyses nécessaires. Et il n'a rien fait. Quant aux attaques des pro-Gbagbo à Yopougon, les attaques alléguées des pro-Gbagbo à Yopougon, le moins que l'on puisse dire, c'est que le procureur ne les documente pas, ou pas suffisamment, alors que le nombre d'organisations de défense des droits de l'homme se sont fait l'écho des rafles, des assassinats perpétrés par les forces rebelles dans la commune de Yopougon exactement au même moment. S'il avait réellement enquêté, le procureur n'aurait pas transmis à la défense comme preuve à charge des images de violence s'étant déroulées au Kenya. S'il avait enquêté, il aurait dû prendre en compte la réalité de la situation et prendre en compte les éléments innocentant le président Gbagbo. Mais il a préféré lire la réalité ivoirienne à travers un prisme simplificateur. Il est plus simple d'être manichéen, de se représenter des foules désarmées, mitraillées, lorsque l'on veut distinguer entre le camp du bien et le camp du mal. Cela parle d'emblée à l'imagination. Cela est déjà inscrit dans l'inconscient collectif. Parce qu'il n'a pas enquêté lui-même, parce qu'il s'est reposé sur ce que lui confiaient les autorités ivoiriennes, le procureur n'est pas à même de saisir quelle a été la réalité du terrain et par conséquent ne peut la donner à voir à la Chambre. Nous montrerons au cours des débats combien cette tentation de la facilité, de la simplification, a des conséquences graves et a conduit le procureur à mal interpréter les événements dont il parle. Ainsi, pour écrire un scénario susceptible d'entraîner la mise en accusation du président Gbagbo devant la CPI, le procureur a-t-il dû forcer la vérité et réinventer une réalité? Pourtant, la vérité, tous les spécialistes et tous les habitants de la Côte d'Ivoire la connaissent. Théorie. Écrit. L'une est que le pays était en paix jusqu'au lendemain des élections de 2010. Nous venons d'entendre le contraire. L'autre, que le responsable de la crise post-électorale
serait le président Gbagbo du fait de son refus prétendu d'accepter le verdict des urnes. Mais ce n'est pas lui qui a refusé le verdict des urnes. Ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé. Ce n'est pas lui qui a refusé la décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas lui qui a refusé les tentatives de médiation. Nous reviendrons en détail sur tous ces points, car ils sont au cœur des présents débats. Ces deux propositions constituent les deux piliers sur lesquels repose la pseudo-démonstration du procureur. Lorsque l'on oublie la vérité, l'on oublie tous ceux qui ont souffert, toutes les victimes qui réclament en ce moment même justice et qui, après avoir entendu le procureur, se sentent aujourd'hui un peu plus abandonnés. Il convient ici d'avoir une pensée pour toutes les victimes, non seulement pour celles qui se sont manifestées, mais encore pour celles qui souffrent en silence, abandonnées, mises à l'index, parce que ne faisant pas partie du camp des vainqueurs. Je mentionnerai les habitants de la cité martyre de Djoukoué, victimes de massacres en 2005 et en 2011, sous les yeux des forces